Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Les personnes handicapées qui font partie intégrante de notre société québécoise ont les mêmes droits que tous les autres citoyens. Cependant, et malheureusement, elles font face souvent à des obstacles et des défis qui limitent leurs accès à ces droits et libertés, malgré la Convention de l'ONU en 2006 qui vise à éliminer complètement les discriminations à leur égard. Notre invité aujourd'hui, chercheur senior à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec, sociologue au niveau du droit et de l'éthique et l'analyse du contexte social et structurel dans lequel s'inscrit l'exercice des droits et libertés. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir M. Daniel Ducharme pour partager avec lui un sujet qui vous concerne, qui nous concerne. Monsieur Ducharme, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Bonjour, Monsieur Khoury. Très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. On va mettre la table tout de suite pour partager avec vous un sujet si délicat dans notre société démocratique. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de vous en premier lieu, de votre parcours et plus spécifiquement de votre commission? Je vous écoute. Oui, alors, ça me fait Oui, plaisir de me présenter. Comme vous avez enfin, la la mise en bouche était parfaite à mon égard. Oui, je suis chercheur senior à la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse depuis bientôt 20 ans. J'ai un parcours de formation là, comme sociologue, vous l'avez bien dit, sociologue du droit et sociologue de l'éthique, aussi sociologue de la santé, sociologue de l'éducation. J'ai développé en fait une expertise pour tout ce qui concerne la participation sociale des personnes en situation de handicap dans la société québécoise, dans différents secteurs d'activité. Ce qu'on peut constater au Québec, c'est qu'on a développé, on a été à l'avant-garde dans les 40 dernières années, en fait, au moment où on a initié euh, une réflexion collective sur la participation sociale des personnes en situation de handicap. Au tournant des années 60-70, le Québec était une société qui était à l'avant-garde dans tous les domaines, que ce soit dans le travail, dans l'éducation, dans l'accès aux soins, les questions d'accessibilité. Le Québec s'est doté de politiques publiques et de lois qui favorisaient cette participation sociale. C'est dans ce cadre-là aussi que la Charte des droits et libertés, dont la Commission des droits de la personne est chargée d'assurer la promotion et le respect, a développé une expertise. Moi, je me suis joint à l'équipe il y a une vingtaine d'années, mais ça fait quand même 50 ans. On célèbre aujourd'hui oui. les 50 ans. À la fois de la Charte des droits et libertés de la personne, mais aussi de la Commission des droits de la personne. C'est dans ce cadre-là qu'on a œuvré à favoriser une plus grande participation sociale, un meilleur respect des droits, du droit à l'égalité des personnes en situation de handicap dans les différents secteurs d'activité de la société québécoise. Donc, à cet égard-là, la commission reçoit des plaintes. C'est un des volets. On peut judiciariser certaines situations lorsque on constate que la preuve, en fait, démontre après enquête qu'il y a une situation de discrimination qui est vécue par des personnes en situation de handicap. La commission peut porter certains dossiers devant les tribunaux. Et puis c'est dans ce contexte-là aussi qu'on a fait avancer le droit des personnes en situation de handicap à travers le temps. La Commission fait aussi la promotion, comme je vous disais, des droits des personnes en situation de handicap. Et puis, c'est un peu à ce titre-là aujourd'hui que je vais vous parler. Euh,
On fait évidemment des activités de sensibilisation, d'éducation des différents publics à travers la société québécoise pour s'assurer d'une meilleure compréhension des droits des personnes en situation de handicap, ne serait-ce que de comprendre ce qui est vécu, la réalité des personnes en situation de handicap, les obstacles persistants qui continuent à vivre. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était à l'avant-garde. On pourrait en reparler tout à l'heure. On pourrait dresser un portrait après 50 ans d'action, se dire que oui, il y a eu des avancées, mais il y a encore beaucoup de défis à relever pour s'assurer d'un meilleur respect des droits des personnes en situation de handicap. Donc, il y a ce volet-là qui est celui de la promotion. Et puis dans le volet promotion, il y a aussi des activités de recherche. La commission fait des activités de recherche, encourage les recherches aussi sur les droits et libertés de la personne. Elle le fait avec des partenaires universitaires, collégiaux, mais elle fait aussi de sa propre initiative des recherches. Et puis c'est dans ce contexte-là que dans les dernières années, la commission a de sa propre initiative en- engagé un projet, s'est engagée dans un projet de recherche qui porte sur les obstacles à l'intégration, au maintien et à la promotion en emploi des personnes en situation de handicap. Donc, ça serait un peu le portrait que, que je vous dresserais. Je pense que ça correspond en gros aux activités que la commission fait. J'allais oublier peut-être un autre aspect qui est quand même important. La commission a aussi pour responsabilité de veiller, veiller au respect de la loi pardon, de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Il y a 350 organismes publics qui sont assujettis à cette loi-là. Donc, la Commission accompagne des employeurs dans cette responsabilité-là qu'ils ont d'élaborer des programmes d'accès à l'égalité qui sont destinés à différents groupes visés OK. par des situations de discrimination systémique, dont les personnes en situation de handicap. Excellent, c'est très, très, très clair là, votre réponse là au niveau de votre commission. Et vous venez de dire, vous nous annoncez que vous vous préparez pour votre 50e anniversaire, je pense en 2026, si ma mémoire est bonne là. Si la Oui, commission a été constituée en 1976, je pense, n'est-ce pas? Donc, exactement, donc c'est exactement. ça. Donc, mais maintenant, on va aller directement au but pour aller clair, net et précis. Êtes-vous en mesure aujourd'hui, Monsieur Ducharme, de nous préciser l'importance et l'efficacité du rôle de votre commission auprès de nos citoyens, mais pas seulement auprès de nos citoyens, vous venez de l'expliquer clairement avec clarté absolue, mais votre rôle, le rôle de votre mission versus les commissions de ce genre dans d'autres pays. Je vous écoute. Oui. Ben, c'est sûr que on adhère aussi au même principe sur le plan international. Vous avez évoqué notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il y a plein d'outils internationaux qui ont été développés sur le plan international sur lesquels toutes les commissions des droits de la personne ou les hautes autorités de défense des droits de l'homme ou des droits de la personne dans d'autres pays s'appuient. Ce qu'on fait, nous, c'est de s'assurer que ces grands principes-là, qui font l'objet quand même d'un consensus assez large dans la communauté internationale, qu'on puisse s'assurer qu'en droit interne, dans nos lois, dans nos politiques, ça se transcrive par des gestes concrets. Donc, la Commission fait beaucoup de recommandations. Quand je vous parlais des activités de recherche, la Commission produit des avis, des mémoires qu'elle dépose à l'Assemblée nationale lorsqu'il y a des études de projets de loi. Et du moment, si on en reste aux personnes handicapées, personnes en situation de handicap, lorsque il y a des enjeux qui se posent pour le respect des droits des personnes en situation de handicap en lien avec ces orientations, ces outils internationaux-là, on fait des recommandations au gouvernement pour s'assurer que ça soit inscrit dans nos lois, dans nos politiques, que le Québec respecte aussi ses engagements par rapport aux outils internationaux. On sait que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, elle a été signée par le Canada en 2006. Donc, le Québec se déclare lié à cette convention-là. Donc, elle doit voir à sa mise en œuvre progressive. Elle ne peut pas aussi adopter des mesures qui seraient ce qu'on appelle régressives, c'est-à-dire de retourner en arrière avec des situations qui
pourrait porter atteinte aux personnes en situation de handicap. Il y a ça, il y a ce volet-là. Et il y a évidemment le volet de défense des droits. Comme je vous le disais, la commission reçoit beaucoup de plaintes. Euh, Bon an, mal an, la commission reçoit le tiers des plaintes qu'elle reçoit concernent des personnes en situation de handicap, des atteintes aux droits des personnes en situation de handicap, aux droits à l'égalité. Euh, Dans les dernières années, on voit même une progression. Pour la dernière année, on vient juste de remettre, la commission vient juste de déposer son rapport annuel à l'Assemblée nationale. 47% donc près de la moitié des plaintes que reçoit la commission concernent le handicap. Donc, dans différents secteurs d'activité. Donc, c'est quand même important et ça témoigne, encore une fois, là, des obstacles qui persistent. Donc, on traite ces plaintes-là. Le volume est important, comme je vous disais. Très souvent, ben, il y a une partie de ces situations-là qui vont se régler entre les parties avant même qu'on puisse judiciariser. Donc, il y a des situations qui se règlent. La commission fait le suivi par la suite pour s'assurer effectivement qu'à partir du moment où il y a une entente entre les parties, cette entente-là est respectée. Mais parfois, ben, on est obligé aussi d'aller devant les tribunaux et puis à travers le temps, ben, il y a certaines avancées importantes qui ont été faites. On peut juste penser à différents dossiers en fait qui ont pu être avancés en milieu scolaire, en milieu de travail, dans la reconnaissance aussi de moyens pour pallier le handicap. On peut penser au travail très très fort pour tout ce qui concerne la reconnaissance par exemple des chiens d'assistance. Donc c'est un travail de tous les instants, mais la commission est présente dans tous ces dossiers-là et fait le même travail qu'on trouve à l'international dans les autres commissions. Donc, c'est un travail énorme avec des moyens qui sont quand même, somme toute, limités, mais on fait beaucoup. Les résultats sont importants et permettent des avancées. Ceci étant dit, il faut rester toujours aux aguets parce que rien n'est acquis, surtout dans un contexte où, comme vous le savez, on parle de plus en plus de restrictions budgétaires à tous les niveaux et puis les interventions que peuvent faire l'État s'en trouvent limitées aussi. Vous savez, c'est très clair votre réponse là. C'est la raison pour laquelle je voudrais aller un petit peu plus loin dans cette petite question qui relève premièrement de la Charte universelle des Nations unies, avec son article 1, nous sommes tous nés égaux. Et ça, c'est un article qui doit être respecté partout dans le monde, parce que c'est vrai, nous sommes tous nés égaux. Votre commission a dévoilé dernièrement les résultats d'une étude d'envergure qui confirme que plus d'1 million de personnes en situation de handicap continuent à vivre ou à faire face à des obstacles persistants. Et on vit ça très clairement, et même à l'intérieur de notre équipe, à l'intérieur de toute cette vague et toutes ces concentrations que nous vivons avec d'autres associations. Mais que faut-il faire aujourd'hui pour trouver une solution valable à ces personnes-là qui sont touchées dans leur propre dignité et leurs droits sont bafoués? Avez-vous une réponse? La Commission a une réponse directe pour donner une solution au gouvernement pour aller de l'avant? Ouais. Peut-être préciser en fait que l'étude qu'on a réalisée concerne le secteur de l'emploi. Je vous ai parlé plus largement jusqu'ici de la participation sociale des personnes en situation de handicap, de leurs droits. Mais quand on parle de participation sociale, un des vecteurs les plus importants de la participation sociale demeure l'accès à l'emploi. Ce qu'on constate, vous l'avez bien mentionné, c'est qu'il y a 1 million de personnes au Québec qui présentent au moins une limitation d'activité, donc qui sont en situation de handicap et qui sont prêts et disponibles pour le travail, qui ont développé des compétences, qui ont des diplômes et qui trouvent beaucoup de difficultés à trouver de l'emploi ou à s'y maintenir. Oh, Monsieur Ducharme, on va arriver au sujet de l'emploi. Je ne suis pas dans ce sujet. La personne handicapée, et j'ai posé des questions à des personnes proches qui sont handicapées, même qui siègent sur le même conseil Mm. d'administration que moi,
personnellement, leur dignité, pas, ça relève pas de leur emploi, leur dignité est touchée, on passe à côté et nous on cherche à la personne, au voisin, d'aller voir son voisin s'il est handicapé, une personne handicapée, et lui tendre la main. On parle de leur dignité humaine. On passe à côté. Et nous, je me rappelle très bien, on a organisé 2 concerts en demandant aux 2 chefs de police comme président d'honneur pour sensibiliser le policier que si une personne marche sur le trottoir d'une façon un petit peu différente, approchez-vous vers lui. Cette personne n'a pas pris un verre, mais il a besoin peut-être d'aide, là. Surtout les personnes vivant avec l'appareil cérébral, avec leur motricité, vous le savez. Donc, je parle de la dignité. Et nous, on est allé à Paris, à l'UNESCO, il y a une quinzaine d'années, on a signé une déclaration relative aux droits et à la dignité des personnes vivant avec l'appareil cérébral. Et notre président d'honneur, c'était le grand patron de l'UNESCO, l'ambassadeur Massoura. Donc, nous, on cherche à donner cette dignité à ces personnes qui est un petit peu mise à côté. C'est dans ce sens qu'on va parler là. Oui. Est-ce que la Commission est consciente de cette vérité au Québec, surtout au Québec, une terre d'humanisme absolu? C'est ça ce qu'on cherche. 60%, on passe à côté. Et c'est de la part des personnes handicapées aujourd'hui. Donc, c'est ça, je voudrais avoir la réponse de la Commission. Que faut-il faire pour remédier à cette situation? Oui. Euh, je comprends très bien là, ce que vous apportez comme nuance. En fait, il y a effectivement dans l'ensemble de la société québécoise, entre les belles paroles, les belles intentions quand on parle de participation Oui, sociale, de oui, respect des droits, l'enjeu de la dignité est central. Et puis, ça nous ramène aussi à la représentation même au fil du temps qu'on s'est fait du handicap. Puis il faut se rappeler qu'il y a plus de 50 ans, quand on parlait de participation sociale, c'était un grand mot qu'on essayait d'amener à l'agenda politique, puis d'amener la société québécoise à bouger en fonction d'une reconnaissance que les personnes en situation de handicap étaient des personnes à part entière et qui avaient la même valeur que toutes les autres. Mais il y a toujours eu des espèces de scories ou de relents de représentation sociale du handicap qui se sont forgés à travers les siècles, qui ont demeuré malgré la déclaration sur les droits des personnes handicapées de 2006, malgré la charte, malgré une loi assurant l'exercice oui. des droits des personnes handicapées au Québec. On se rend compte que les préjugés sont toujours là et que ces préjugés et puis ces prénotions qu'on peut avoir par rapport au handicap continuent à conditionner les comportements, les politiques, les normes. euh, on considère encore aujourd'hui les personnes handicapées comme une catégorie à part, une catégorie qui n'a pas nécessairement le même statut que les autres. Dans le passé, ce qu'on sait, c'est que l'intervention publique, si on remonte 50 ans, 50 ans avant, on était beaucoup dans des perspectives où on scolarisait, on faisait travailler les gens dans des structures à part. Donc, il y avait une forme de ségrégation. C'est comme si nos institutions avaient évolué à travers le droit, mais que les comportements, eux, continuaient à être les mêmes. On n'accorde pas la même valeur à un travailleur handicapé qu'à un travailleur qui a pas de, qui n'éprouve pas de limitation. On n'accorde pas la même valeur à un élève en situation de handicap qu'à un élève qui n'aurait pas de limitation. On est toujours avec ce discours-là qui atteint directement la dignité des personnes parce que on n'évalue pas la valeur de ces personnes-là au même titre que les autres. Donc, il y a un énorme travail à faire et on a toujours été dans une approche au Québec vous parlez d'une société très humaniste, une approche très volontariste au Québec à travers nos politiques, sans être dans un niveau de contrainte très élevé, mais pour modifier ces comportements-là, Oui. la Commission, à travers le temps, s'est rendu compte qu'il fallait, dans un monde idéal, on ne devrait pas aller vers davantage de contraintes
Ça Hmm. devrait s'imposer de soi. On devrait se dire il y a une évolution des mentalités et les politiques et les normes qu'on met de l'avant devraient favoriser une prise en fait, une responsabilisation là, des principaux acteurs, que ce soit les employeurs, les établissements d'enseignement, les prestataires de services, euh, nos sociétés de transport, dans l'accessibilité au transport, les gens qui construisent Ouais, des bâtiments, s'assurer de l'accessibilité. Mais on se rend compte que cette approche volontariste, peut-être qu'elle marche pour une petite portion ouais, de tous ces gens-là, mais encore pour ouais, beaucoup de gens, les préjugés persistent. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là on a fait une étude qui, évidemment, ouais. concerne le travail, mais on le constate dans tous les autres secteurs d'activité. C'est que l'approche québécoise qui a été développée il y a près de 50 ans, elle donne pas les fruits escomptés, là. On a cette persistance de préjugés-là, donc il faut y aller avec un modèle qui est probablement plus contraignant. Et c'est le message qu'on envoie au gouvernement. On l'envoie pour le travail, mais il pourrait s'appliquer pour bien d'autres secteurs d'activité. Même, je veux aller dans le même sens que vous. On sait très bien, et d'après la Commission, que le handicap représente le motif de discrimination pour lequel la Commission reçoit le plus grand nombre des plaintes depuis des années, qui représente autour de 30% d'année à l'autre. Est-ce que ce même taux de plaintes, il est à la hausse ou à la baisse actuellement? Vous êtes rendu où avec ces chiffres-là? Oui, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, en fait, on est à 47% pour la dernière année, ce qui est pratiquement une plainte sur deux à la commission, Donc, tout c'est secteur incroyable. d'activité, tout secteur confondu. Donc, on a une hausse qui est importante, C'est important. qu'on voit dans tous les secteurs d'activité. C'est pour cela que je voudrais savoir si c'était la hausse à 47%. Et moi, je tenais à dire, les 30%, c'était en quelle année? Et cette hausse est arrivée depuis combien d'années? Désolé, j'ai pas, il y a eu comme une coupure dans le Plusieurs son. années, là? Je vous ai pas entendu. Ouais, c'est On- incroyable. Ça confirme un petit peu cette situation de discrimination à l'égard des personnes handicapées, là. On sait très bien que c'est malheureux et ça devrait même pas d'exister dans notre Québec. Ça ne devrait pas exister ces situations comme ça, avec cet humanisme qu'on dégage l'un envers l'autre dans des situations difficiles, cette générosité aussi. La personne handicapée a le droit à cet humanisme et à cette générosité. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et puis, en fait, c'est sûr que la commission reçoit, je vous le disais, pour la dernière année, 47%. C'est un chiffre, c'est un chiffre record, en fait. La commission n'a C'est un jamais record. C'est un elle n'a record. jamais reçu autant de plaintes à ce niveau-là. Ce que ce dont ça témoigne, c'est une persistance des préjugés, persistance de comportement aussi, parce que on parle souvent, bon, des normes, des pratiques, mais ça se traduit aussi en comportement dans les différents établissements qui reçoivent, par exemple, des personnes en situation de handicap, dans la prestation de services à différents niveaux. On se rend compte qu'il y a une persistance de ces préjugés-là, il y a une persistance de situations qui sont potentiellement discriminatoires. Maintenant, la commission, c'est pas toutes les plaintes qu'elle reçoit qui démontrent, la preuve va démontrer qu'il y a toujours des situations de discrimination, mais il y a un fort volume de ces plaintes-là où on est obligé de conclure qu'il y a effectivement une situation discriminatoire. Donc, ce que ça témoigne, c'est que l'action, et puis j'en reviens à ça, c'est que l'action qu'on a, l'action publique, dans nos normes, dans nos politiques, l'approche qu'on a développée dans les 50 dernières années n'a pas donné les fruits escomptés. Et ça atteint directement, effectivement, la dignité des personnes en situation de handicap. Donc, le message fort que la Commission envoie, c'est qu'il faut changer cette approche-là. Excellent, excellent. On va changer le sujet. C'était un sujet très clair. On l'a bien identifié parce qu'à mon avis, ce sujet, c'est la dignité, c'est la base de ce qu'on peut donner à une personne handicapée si on la considère vraiment, et j'espère qu'on la considère vraiment comme égale à une autre personne. Ça, c'est très clair dans une société comme la nôtre. On va changer de discussion et on va parler de l'employabilité. Ce que vous aviez commencé à parler tout à l'heure. Nous avons au Québec 1,5 million personnes vivant avec un handicap, tout handicap confondu. Mais il y a
quelques 40% à peu près qui occupent un emploi rémunéré, mais paraît-il, c'est le pire résultat au Canada. Par contre, si je prends par exemple le spectre de l'autisme, il y a 43% qui sont prestataires de solidarité sociale et près de 90% d'entre elles n'ont pas d'emploi. Serait-il possible de demander au gouvernement, à titre d'exemple, de subventionner les OBNL, d'embaucher une personne handicapée, surtout une personne handicapée qui relève de son handicap avec l'association qui s'occupe de son handicap pour ne pas mélanger les choses et ne pas créer un chaos et qui pourrait inévitablement l'aider à s'adapter dans un environnement qui est le sien ou qui sera le sien et qui deviendra probablement son travail permanent. Et je ne vous le cache pas, on a déposé une demande officielle portant le titre J'ai ma place. Et on travaille ça d'une façon efficace et on va travailler ça avec d'autres associations pour trouver une place à ces personnes vivant avec un handicap et qui veulent sortir de leur handicap, de leur emprisonnement, parce qu'ils sont les prisonniers dans leur corps, comme la paralysie cérébrale, et qui cherchent à sortir pour travailler, qui sont capables. Nous avons pensé que la seule solution de diriger ces personnes vers leur association. Pensez-vous qu'il serait temps que le gouvernement passe à subventionner ces associations-là pour ouvrir leurs portes à ces personnes qui désirent vraiment travailler avec les personnes qui leur ressemblent? On vous écoute. Qu'est-ce qu'elle pense, la Commission? Bon, c'est sûr que sur la question, en fait, de ce que le gouvernement pourrait faire pour assurer une plus grande participation au marché du travail pour les personnes en situation de handicap, euh, la commission se dit, bon, effectivement, il peut y avoir, on peut injecter davantage d'argent pour favoriser. Il y a déjà plusieurs ressources qui existent. C'est certain qu'il y a une réflexion qui doit être menée. J'en reviens à l'approche générale. On peut toujours, il y aura toujours besoin de ressources d'accompagnement. Nous, ce qu'on privilégie, c'est que tous les acteurs qui sont pertinents pour favoriser l'employabilité des personnes en situation de handicap devraient être mobilisés dans cette approche-là. C'est une question qui touche l'ensemble des acteurs de la société québécoise, mais il y a des acteurs clés. Il y a déjà des ressources en employabilité qui existent. Il y a des organismes, des milieux associatifs, des organismes communautaires qui ont développé des expertises aussi qui sont Oui, pertinentes, oui, qui oui. permettent aussi de lever les préjugés dont je vous parlais précédemment, de lever les appréhensions que pourraient avoir les employeurs par rapport à l'embauche d'une personne en situation de handicap, son maintien, puis sa progression, même en emploi. Donc, il y a des accompagnements qui pourraient être faits, effectivement. Mais dans un premier temps, il faut faire cet inventaire-là. Et puis, la commission, ce qu'elle souhaite, c'est de s'assurer que les employeurs soient parfaitement bien sensibilisés, appuyés dans cette tâche-là. Mais dans un premier temps, ce qu'on souhaite surtout, c'est que les employeurs se responsabilisent par rapport à leur obligation d'accommodement des personnes en situation de handicap. Ça, c'est un premier travail qui doit être fait. La commission le fait à ce titre-là. Les organismes communautaires, notamment, le font aussi, sensibilisent aux droits, mais il doit y avoir cette culture des droits-là qui s'insère davantage dans les milieux d'emploi. C'est pour ça qu'on a fait aussi des recommandations dans le cadre de notre étude qui concernent aussi les gestionnaires en ressources humaines. Dans plusieurs organismes, ce qu'on se rend compte, c'est que on a eu, et puis on le voit à travers les témoignages qu'on a recueillis, on a recueilli beaucoup de témoignages de personnes en situation de handicap. Ce qu'on nous dit, c'est que lorsque on est face à des employeurs ou à des gestionnaires en ressources humaines, l'approche très séduisante qu'il y a eu dans les dernières années, qui est celle de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, qui en soi est une bonne chose et puis qui est complémentaire au langage des droits, elle est positive. On vise une plus grande forme d'inclusion, je vous dirais, ce qui est ce qui est positif, mais ça a tendance à esquinter le fait aussi que les personnes en situation de handicap sont aussi titulaires de droits. Elles ont des droits. Oui, oui. Puis,
Si on invisibilise, pardon, cette dimension-là, c'est là où on perd un peu euh, la possibilité que les employeurs se responsabilisent davantage. On peut en façade se dire, ben, on est un milieu inclusif, mais ne pas avoir des pratiques qui sont respectueuses des droits, des droits qui sont prévus à la charte, notamment la charte des droits et libertés de la personne. Donc, ce travail-là, il est à faire. Ce travail-là, il est à faire aussi. La commission le fait, mais elle peut le faire aussi avec d'autres acteurs qui, comme je le disais, des acteurs comme vous, qui ont développé une expertise, qui connaissent bien aussi, à travers leurs membres, à travers les expériences qu'ils vivent, connaissent bien les réalités des personnes en situation de handicap, les défis qu'ils ont à relever en matière d'emploi, puis peuvent contribuer à la sensibilisation des employeurs et à l'accompagnement. Donc, sans avoir fait de recommandations précises dans le cadre de notre étude, c'est sûr que c'est une approche qui est complémentaire, mais j'en reviens toujours à la base, il faut qu'il y ait une responsabilisation des employeurs et puis ça passe aussi par des éléments peut-être un peu plus contraignants à leur égard. C'est excellent comme précision sur ce point. Maintenant, on va essayer aussi de changer un petit peu de sujet parce que votre commission aussi, elle part aussi de la jeunesse. C'est un sujet extrêmement important et c'est, à mon avis, cette jeunesse, il faudrait qu'elle soit protégée parce que c'est l'avenir d'un peuple. C'est tout à fait normal. Et assurer une pérennité sage, simple et bien éduquée pour assurer cette responsabilité dans le futur. Maintenant, la commission elle assure automatiquement aussi la protection des enfants, aussi l'intérêt des enfants. Et j'ai eu le privilège de travailler avec la Charte de droits de l'enfant des Nations Unies quand j'étais impliqué avec les Nations Unies. C'était un sujet extrêmement important. Donc, elle assure, votre commission, la promotion des droits et la protection de la jeunesse. Nous sommes conscients, Monsieur Ducharme, que la période où que la jeunesse vit une période assez sombre, sans donner assez sombre et avec un décrochage de mille et un noms. On ne peut pas les définir, ces décrochages, non. Mais maintenant, qu'a-t-elle fait la Commission pour remédier à cette situation dans un engagement ou dans des structures assez définies auprès des gouvernements pour trouver des solutions valables? Avez-vous une réponse à nous confirmer votre position, s'il vous plaît? En fait, il y a deux volets à l'action de la commission. J'y reviens. D'une part, ce dont je vous parlais tout à l'heure, d'assurer la promotion et le respect des droits de la personne, tels qu'ils sont définis dans la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, ce volet-là, quand on parle de droits de droits et libertés de la personne, ça comprend aussi les enfants, les adolescents, donc toute personne, peu importe l'âge, euh, est titulaire des mêmes droits qui sont prévus à la charte. Donc tout ce qu'il y a là, ça s'adresse aussi aux enfants. On a un autre volet, en fait, d'autres responsabilités qui sont en lien plus avec la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, quand on parle de situations de maltraitance, notamment, ou de compromission de droits en termes de protection de la jeunesse, la commission a aussi un rôle à jouer. Forme de rôle de chien de garde aussi par rapport au système de protection de la jeunesse. Donc, elle agit sur deux volets, mais en amont, on peut dire que dans le respect des droits de la personne, à tous les niveaux. La commission intervient dans plusieurs dossiers qui concernent les jeunes, notamment le droit à l'éducation. Il y a un droit à l'instruction publique qui est prévu à la charte, à l'article 40. Euh, Lorsqu'on lit au droit à l'égalité avec avec tous les motifs de discrimination, que ce soit le handicap, la race, la couleur, l'origine ethnique, euh, enfin, peut y avoir différents motifs qui peuvent être invoqués, l'identité, l'expression de genre. La commission reçoit des plaintes aussi qui sont en lien avec ces dossiers-là et intervient en milieu scolaire depuis plus de 40 ans. Donc, elle règle des situations individuelles, des situations où, par exemple, lorsqu'on parle d'élèves en situation de handicap, euh,
il y a une mauvaise évaluation des besoins et des capacités de l'élève qui est faite, malgré ce qui est prescrit dans la loi sur l'instruction publique. En fait, c'est ce qui est allégué par les parents. On se retrouve dans une situation où on fait enquête. Parfois, on se rend compte que ben, l'évaluation est peut-être pas faite de la bonne manière. Il y a peut-être un plan d'intervention qui est développé, mais qui comprend pas vraiment de mesures qui permettent d'adapter les services pour que l'enfant puisse effectivement exercer son droit à l'instruction publique en toute égalité. Ben là, on est obligé d'intervenir, d'aller chercher des mesures de redressement pour s'assurer que la situation est modifiée. Donc, un véritable plan d'intervention, une scolarisation au bon endroit. Souvent, ça peut se passer en classe ordinaire, pas nécessairement en classe spécialisée. Donc, il y a plusieurs dossiers qui vont être réglés de cette manière-là. On fait aussi des études, on fait des recommandations au gouvernement. Ça, c'est pour le milieu scolaire qui occupe quand même une place importante dans la vie des jeunes. Puis, on est en amont aussi de ces situations-là. On intervient aussi dans tout ce qui est loisirs, parce qu'on le sait, on le voit aussi, autant dans la Convention relative aux droits de l'enfant que dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il y a tout l'aspect, quand on parle du développement de l'enfant, le loisir va occuper une place importante et puis il y a des responsabilités qui incombent aux municipalités notamment, qui incombent aussi à différents acteurs, s'assurer que la prestation de service elle s'offre aussi en toute égalité. Donc on intervient beaucoup à différents niveaux pour s'assurer que ces droits-là soient respectés pour tous les Ouais, enfants. ouais. C'est sûr qu'on est dans un contexte où on a connu plusieurs crises dans les dernières années. On se rend compte aussi qu'il y a des difficultés, des ressources qui sont limitées, qui sont consacrées, qui devraient être consacrées pour favoriser l'exercice de ces droits-là. Donc, ça reste un, un enjeu de tous les instants. Et de la même manière que je vous parlais du handicap tout à l'heure pour la jeunesse, il faut s'assurer aussi que ce qui a été gagné à travers le temps, on ne soit pas en recul, qu'on n'adapte pas des mesures régressives. Et pour l'instant, la Commission peut juste vous dire qu'elle s'inquiète fortement, autant de la jeunesse que des personnes en situation de handicap. Et il faut faire attention parce qu'on arrive à un point charnière où Hmm. l'exercice des droits, le discours des droits, la culture des droits de la personne, elle doit plus que jamais être au cœur de toutes les discussions. Et c'est important qu'on ramène ce discours sur les droits au centre de nos débats publics. Excellent. Ben, chaque belle chose a une fin, Monsieur Ducharme. Et pour terminer, en conclusion, je voudrais vous poser une question toute simple. Pensez-vous que le temps est venu pour demander au gouvernement de nommer un ministre autour de la table ronde pour s'occuper des 1,5 million personnes vivant avec un handicap au Québec? Je dirais la commission ne s'est pas positionnée Non, pas là-dessus. politique. Je ne parle pas Euh, humainement et d'une façon claire, nette et précise parce que vos il y réponses a étaient précises. Oui, il y a pour l'instant un ministre responsable Ouais, qui est le ministre délégué à la santé et aux services sociaux. oui. On sait qu'actuellement, ben, il y a eu tout un exercice de réflexion autour d'une éventuelle révision législative où pourrait se définir une responsabilité ministérielle. Pour l'instant, la commission ne s'est pas positionnée. Comme je vous le dis, je m'engagerai pas dans cette voie-là, mais ce que je pourrais dire, c'est que s'il y avait cette réflexion-là qui devait être menée, la commission participerait très certainement à la réflexion en faisant bénéficier les parlementaires de son expertise en lien avec les droits de la personne, ce qu'elle a pu observer dans dans les différents secteurs d'activité de la société québécoise. Qu'on a évoqué tout à l'heure, le travail, l'emploi, l'accès aux services, santé, services sociaux, services de réadaptation, etc., le transport, l'accessibilité. Il y aurait toute une réflexion à mener et puis la commission serait partante pour discuter de cette question-là, y compris l'idée d'une responsabilité ministérielle si celle-ci était amenée sur la table. Monsieur Ducharme, l'histoire de votre commission
relève de l'histoire du Québec. Respect des personnes, intégrité, équité, engagement, démocratie, justice et j'en passe. Je vous remercie pour cette collaboration vivante et de cette générosité enrichissante à Téléhandicap de votre part. Ce fut un moment très agréable de vous entendre. Pour mieux comprendre et mettre en pratique les mots inclusion et résilience. Je vous souhaite l'énergie des gens libres et en santé pour de meilleurs lendemains et je vous remercie de votre présence à Téléhandicap aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Coury. Merci. À vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, ce n'est que nos revoirs, parce que demain nous appartient pour de meilleurs lendemains et à la prochaine émission.